C'est parti pour les interviews de l'IA dans Smart Tech. Aujourd'hui, autour de la table, des personnalités qui font l'actualité dans ce domaine de l'intelligence artificielle. On commence avec Marion Carré. Bonjour Marion. Bonjour. Vous avez fait parler les statues au château de Versailles quand même cet été. Édouard de Mézérac est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO du groupe Artefact qu'on connaît bien en matière de conseils sur l'intelligence artificielle. Vous avez aussi une actualité qu'on va partager ensemble. Et puis François Stéphan. Bonjour. Bonjour. Alors vous, j'ai eu une grande chance, j'ai participé à la rentrée d'étudiants grâce à vous. Voilà, dans votre école, il y a désormais une IA qui va aussi étudier aux côtés de vos élèves. Eh bien, on va commencer d'ailleurs avec cette étudiante, donc une étudiante pas comme les autres, elle s'appelle Milo. On va la découvrir tout de suite en images. Je suis Milo, élève en première année d'école d'ingénieur à l'ECE Paris. Je fais partie du BDE et de l'Intelligence Lab. J'adore aider mes camarades à réussir avec le sourire. Tu veux que je t'aide sur un sujet en particulier? Alors, bon, elle a une façon de parler un peu particulière, mais enfin, on commence à être habitué maintenant avec les chatbots. Donc, présentez-nous, vous, Milo, quelle est cette intelligence artificielle qui va intégrer votre école, l'ECE? En fait, c'est tout simple. On s'est dit, mais évidemment, l'IA bouleverse le métier auquel on forme nos étudiants, qui vont être des ingénieurs augmentés par l'IA, bien évidemment. Nos enseignants, notre métier, nous, comme tous les métiers, notre métier de pédagogue va se transformer par l'IA. Donc, on va avoir des enseignants, des professeurs augmentés par l'IA. Donc, comment faire, comment s'y prendre? Donc, plutôt que faire un projet de recherche théorique, etc., nous, on est très ingénieurs, très terrain. Et donc, on s'est dit, on va expérimenter. On s'est dit, et si on accueillait une IA étudiante? Et Milo, c'est la première IA étudiante en ingénierie au monde, c'est-à-dire... Donc, elle va assister au cours. Elle va assister au cours, elle va être là physiquement dans la classe. Ça va être une super étudiante, donc on va commencer par les mathématiques. Donc vous avez peut-être fait, on lui pose déjà des questions en maths, elle est super forte en maths. Elle va aider ses camarades qui n'ont pas bien compris en cours, par exemple. Ils ont suivi un cours sur les nombres complexes, par exemple, compliqués les nombres complexes. Et donc elle va prendre plein de questions et les étudiants vont dire après le cours, j'ai rien compris là au cours de Monsieur Rocher. Tu pourrais m'expliquer les nombres complexes? Mais alors c'est quoi? C'est plutôt un deuxième prof, un bon camarade? Comment vous C'est les deux. IA? En fait, c'est les deux. En fait, c'est le mélange de ce qu'on appelle un student assistant et un teaching assistant. C'est le mélange des deux, incarné physiquement, et c'est au centre. Et alors à l'intérieur, comme technologie, parlez-nous en fait du modèle de langage que vous utilisez. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix technologique? Ça, c'est très important. Donc, on a fait un choix de ce qu'on appelle un SLM, un Small Language Model. Donc, c'est un langage modèle spécialisé, open source, souverain. Donc, c'est issu des travaux de nouveau de nos étudiants. Souverain, c'est-à-dire français, européen? C'est-à-dire européen, pas américain, pas chinois, en fait. Et open source. En fait, nos étudiants, il y a quelques mois, ils ont fait du merging de modèles, du pruning, du fine-tuning. Et en quelques mois, ils ont fait un modèle qui s'appelle Primal, qui fait 3 milliards de paramètres. Et ils l'ont placé top 1 mondial sur Hugging Face. Ils devaient être fiers, vos étudiants. Voilà. Et donc, en fait, ils ont pris un modèle bon en maths, ils ont pris un modèle bon pour raconter des histoires, ils ont fait un prof de maths. Et c'est ça qui est le cerveau ou le cœur, je préfère dire le cœur de Milo. D'accord. Donc, Milo, c'est d'abord une étudiante en mathématiques. Elle va assister aux cours, elle va pouvoir aider les étudiants dans leur révision. Qu'est-ce que ça apporte, sa présence physiquement en classe? Parce qu'on pourrait tout simplement lui charger le cours de mathématiques du professeur. Voilà. Et alors, bien évidemment, d'abord, Milo, elle sera accessible sur smartphone, 24 heures sur 24, bien évidemment. En fait, le fait de l'incarner physiquement, d'abord, elle va capter des choses. Le professeur de mathématiques va dire, par exemple, attention, pour votre DS de la semaine prochaine, il faut réviser les nombres complexes. Donc ça, c'est pas dans les polis, c'est nulle part. Donc aujourd'hui, vous avez des étudiants qui demandent à leurs camarades, au fait, j'ai séché le cours, oups, pardon, tu pourrais me passer tes notes? Ou j'étais malade. Ou j'étais malade, bien sûr. J'étais absent. J'ai pas du tout fait la soirée du jeudi soir. Non, surtout pas. Et donc Milo va passer les cours, mais va passer ses notes et va dire attention, Monsieur Rocher, il a dit, il faut réviser les nombres complexes. Mais elle va aussi aider le professeur. Elle va aller voir le professeur et lui dire écoutez, Monsieur le professeur, j'ai eu énormément de questions là sur le théorème des équations aux dérivées partielles. En fait, ils n'ont pas compris ce que vous leur avez expliqué. Ah bon? Donc je vais expliquer différemment. Et les profs, ils accueillent ça comment? Une étudiante qui va écouter le cours et qui va aller un peu les challenger justement sur ce qui a été clair ou pas pour les élèves? Alors pour l'instant, on travaille avec le département de mathématiques, ils sont à fond, bien évidemment. Mais ce que je peux vous dire qu'en parallèle, on a lancé des groupes de travail avec toute notre équipe pédagogique. Moi, je m'attendais à une certaine prudence, certaines réserves. Ils sont en fait extrêmement enthousiastes, très positifs, ils ont plein d'idées pour s'emparer de cette technologie au service des étudiants et de leur métier, finalement. Et l'accueil des étudiants, ils ont réagi comment? Les autres étudiants? Les étudiants, ils ont adoré. Il y a eu quelques interviews, vous verrez, Alors, des micro-trottoirs. On a une réaction d'une étudiante à la découverte de Milo. Je ne sais pas si on peut la diffuser maintenant. Bon,
la prochaine fois, on l'a mis sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour l'instant, c'est la curiosité, parce qu'on y était à la rentrée, je me permets de répondre. Pour l'instant, c'est on va voir quel type de questions on aura envie de lui poser, c'est ça, hein? Exactement, ils sont très surpris en Ouais. fait. Mais comme tous les jeunes, hein, ils attrapent les nouvelles technologies comme ça, très rapidement. Et pour eux, j'ai envie de dire, c'est presque naturel pour eux finalement. Et Marion, vous avez une question aussi peut-être sur cet étudiant? C'est une première mondiale. Je dois dire, ça se passe donc à l'ECE, École En France, d'ingénieurs, en France. Hein, ça appartient au groupe Omnes Éducation, Tout à fait. l'ECE. C'est une première mondiale, voilà, une IA étudiante en ingé. Effectivement, moi, je trouve ça intéressant ce que pourront en faire aussi les enseignants sur ce rapport après la classe, de pouvoir avoir des retours sur les questions qui sont beaucoup posées. Donc, je trouve ça intéressant de le penser comme un outil pour les élèves, mais aussi qui aide les enseignants à repositionner leur discours et ce qu'ils présentent. Ça fait aussi pas mal écho avec ce qu'on va partager ensuite. Donc, hâte d'en savoir plus. Et puis, Avec c'est une plaisir. façon, c'est vrai, de former à l'IA, d'expliquer finalement ce qu'il y a derrière la machine, derrière le logiciel, parce que c'est un projet d'étudiants. oui, C'est et mieux. vous, Donc, enfin, je ne sais pas si vous avez vu Youssef Jaffar, qui est un des Oui. étudiants qui a travaillé dessus. Quand les journalistes lui ont posé des questions, il avait les yeux qui brillaient et il dit il y a encore plein de travail à faire dessus. Ouais. Donc en fait, c'est un objet pédagogique, c'est ça. mais c'est aussi un objet de recherche. Ouais. Nous, c'est un projet de recherche mais expérimental, terrain, parce qu'on est une école, on est collé sur le terrain. Et avec l'accélération phénoménale de l'IA, la seule façon de rester, je dirais, au bon niveau, c'est d'être collé au terrain. Et pour Allez, réagir oui. peut-être, Allez. ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça chez beaucoup de nos clients. L'adoption, certes, est drivée par le haut, et donc il y a votre vision qui est derrière, mais surtout par des individus qui y croient, qui sont sur le terrain et qui développent quelque chose et qui créent un effet d'entraînement. Et souvent, on voit quelques individus, des hommes, des femmes, qui se disent « je veux tester quelque chose de différent ». Et ça, c'est des super exemples. Ouais, c'est vrai, absolument. Alors, on passe à Marion Carré, donc cofondatrice présidente d'Ask Mona, une entreprise qui utilise donc l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès à la culture. C'était un moment très important cet été, puisque beaucoup de touristes ont pu découvrir des nouvelles façons de faire leur visite, accompagnés de compagnons, d'assistants en intelligence artificielle. Moi, j'ai noté ce projet que vous avez monté au château de Versailles, hein, qui permet de faire parler les statues. Voilà, de les faire dialoguer finalement avec les visiteurs. Expliquez-nous comment ça fonctionnait, quel était le but de ce projet. Tout à fait. Ce projet, c'est le fruit d'un partenariat entre Ask Mona, le château de Versailles et OpenAI. Et donc, l'envie pour nous, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire parler les statues dans les jardins? Parce que donc à Versailles, il y a beaucoup de choses à voir et les jardins sont immenses. Et souvent, on a ces statues face Plus auxquelles grand musée statuaire, j'ai appris ça en plein air. Exactement. Il y a vraiment des centaines et des centaines de statues. Et donc, certaines qui attirent notre curiosité, on a envie d'en savoir plus. Et on s'est dit, mais on pourrait mettre l'intelligence artificielle au service de cette découverte pour satisfaire la curiosité des visiteurs. Et donc, ce projet... Mais qu'est-ce que ça change par rapport à un panneau qu'on mettrait devant la statue pour expliquer ce que c'est? En fait, le panneau, il y a un côté un peu one size fit all, c'est-à-dire que tout le monde lit la même information alors que chacun a une curiosité différente, Okay. des connaissances différentes, à un âge différent, un profil différent. Et donc, nous, l'enjeu, c'était de permettre à chaque personne d'apprendre sur ce qui l'intéresse. Mais c'est-à-dire, comment? Donc, à travers une application? En fait, c'est très simple. On prend son téléphone, on scanne un QR code devant la statue, on arrive sur une page où c'est comme si on appelait un ami, il y a une conversation qui se déclenche en temps réel, comme ça, comme la discussion qu'on a en ce moment, sauf qu'en fait, on discute avec la statue. Et donc, chaque statue a une voix différente. On a vraiment travaillé sur la tonalité, la ligne éditoriale aussi, pour que chaque statue s'exprime très différemment. Et donc, nous raconte sa vie en nous disant bonjour. Et alors, donc, elle ne fait pas le même discours à tout le monde? Alors, effectivement, en fonction de si on a déjà parlé, c'est la première fois qu'on parle, elle va nous faire un message d'introduction pour qu'on sache à qui on parle, mais après, on peut l'interrompre. On peut poser ses questions, on peut dire, la semaine dernière encore j'étais, si on lui dit par exemple, mais je suis avec un enfant de 6 ans, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Du coup, elle va changer un peu sa tonalité, adapter le message qui est donné. Donc vraiment, chaque personne va avoir une expérience différente avec les statuts en fonction de la conversation qu'ils vont avoir. C'est un défi énorme parce que pour l'avoir testé dans différents musées, l'intelligence artificielle à laquelle on parle, on arrive parfois dans des impasses. Elle ne comprend pas forcément toujours ce qu'on lui demande. En fait, on en attend tellement beaucoup aujourd'hui parce que tout le monde utilise ChatGPT de manière très libre et très ouverte que ça peut être déceptif quand on reste dans un domaine fermé
Là, en l'occurrence, j'imagine que vous avez cerné quand même le sujet de la statue, c'est-à-dire qu'elle ne va parler que de ce thème-là et pas d'autre chose. Comment est-ce que vous faites pour éviter l'effet déceptif alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'attentes? Alors, on a fait un travail de fond parce qu'on voulait trouver un équilibre entre la véracité historique, qui est essentielle, et donc on a les conservateurs du château de Versailles qui ont travaillé pour rassembler pour chaque statue des éléments sur la statue, sur le contexte de Versailles en règle générale, mais on voulait éviter l'effet que vous décrivez où ah bah tiens, on va lui demander qu'est-ce que tu penses de la Champions League? C'est un exemple de question qu'on a, et là, elle va nous dire qu'est-ce que c'est que la Champions League? Non, je peux pas répondre. Et donc, en fait, on a trouvé une façon de permettre à l'IA de s'exprimer, donc en restant dans son domaine d'expertise, mais quand même de rebondir de façon amusante avec des clins d'œil quand on pose des questions qui sont en dehors. Et donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de presse aussi, plein de journalistes qui ont été la tester. Et donc, à chaque fois, l'intelligence artificielle rebondit pour ensuite partager quelque chose qui est en lien avec les contenus pour lesquels on va la voir. Mais elle est quand même un peu espiègle. Et on peut aussi, si on s'amuse, faire parler même 2 statues entre elles avec 2 téléphones. Donc, c'est assez amusant. Sympa. Je vais vous laisser la parole, mais j'avais quand même une question sur le choix technologique. Vous avez dit que vous travaillez avec OpenAI, donc derrière ChatGPT. Pourquoi ce choix en particulier et pourquoi pas un choix français, par exemple, ou open source? Le choix qu'on a fait pour ce projet, en fait, on voulait expérimenter l'interaction en temps réel. Parce que donc, nous, on fait du texte, de la voix, on a plein d'autres types de dispositifs qui utilisent d'autres types de technologies. Ouais. Mais là, on se demandait qu'est-ce que le temps réel allait apporter dans l'interaction et comment ça allait être pris en main par les publics. Donc, c'était vraiment cette approche d'expérimentation en se disant, si on peut échanger en temps réel avec une statue qui répond à toutes nos questions, qu'est-ce qui se passe chez les visiteurs? Et donc, pour l'instant, les retours sont très bons puisqu'on reçoit à peu près 1000 messages par jour. C'est très utilisé. C'est disponible dans plusieurs langues. Et l'enjeu, c'est, comme pour vous, de permettre aux équipes du Château de Versailles de mieux comprendre les attentes des publics devant les statues, puisqu'on a du coup les données de conversation qui sont analysées pour comprendre les questions les plus posées, les thématiques qui intéressent. Vous avez fait un choix d'efficacité, on va dire, pour la gestion de temps de parole, les paroles en temps réel, les interactions les plus naturelles possibles, c'est ça? C'est ce qu'on voulait expérimenter. François, vous aviez une question? Ouais, moi, je trouve ce projet absolument formidable. Je pense à la jeunesse, vous l'avez évoqué. Moi, je me rappelle mes enfants, quand ils étaient petits, on allait dans les musées, et des musées avec du texte comme ça, et ils disaient « Ah, c'est quoi ça, papa ?» Je dis « Mais lis le truc !» Évidemment, ils n'allaient pas lire le truc. Oui. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez un peu un retour sur l'utilisation par les jeunes, par les enfants? Comment ils s'approprient cet outil? Vous l'aviez un petit peu évoqué, mais comment ça se passe? Parce que je trouve que c'est un outil formidable pour apporter la culture à nos jeunes qui sont tellement inondés de réseaux sociaux, etc. C'est un grand sujet de la rentrée. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir un peu ce feedback de votre part. Alors, les retours terrain qu'on a sont très intéressants parce qu'il y a la question des jeunes qui s'en emparent, mais aussi des moins jeunes. Et en fait, souvent, avec l'intelligence artificielle, on pense tout de suite IA égale jeunes utilisateurs. Mais on a ce cas, une histoire que j'aime bien, d'un groupe de 3 vieilles dames qui ont été vraiment spécialement pour l'utiliser, qui ont posé des questions à toutes les statues. Et donc, on voit vraiment un engagement approfondi des utilisateurs avec des profils qui ne sont pas forcément... Donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'en servent, mais pas que. Et surtout des publics internationaux, parce que c'est vraiment un enjeu aussi au Château de Versailles, qui peuvent avoir ce niveau d'interaction dans plusieurs langues. Donc voilà les retours terrain qu'on a... depuis cet été. Allez, on passe à Édouard de Mezrac, donc CEO du groupe Artefact, société de conseil d'ingénierie française spécialisée en data et en IA. Vous avez lancé, vous, un concours pour les cinéastes qui veulent s'emparer justement de l'intelligence artificielle pour créer d'une nouvelle manière. Ça va être la 2e édition cette année, qui va être présidée d'ailleurs par Cédric Clapiche, qu'on aime beaucoup. Excellent dernier film. Là, les inscriptions démarrent donc là en septembre, là tout juste. C'est une industrie, le cinéma, qui est en avance sur l'utilisation de l'IA? C'est en avance. Vous êtes cross-secteur avec Artefact. Donc. Nous, notre métier, c'est d'accompagner à l'adoption de la data IA dans tous les métiers, entreprises privées, entreprises publiques, etc. Ce que l'on voit dans le monde du cinéma, c'est en fait ceux qui travaillent dans le monde du cinéma l'utilisent beaucoup dans leurs tâches, dans leur recherche créative, dans leur démarche de création, etc. Dans la production elle-même, c'est en train d'apparaître. Ce qui est très intéressant avec ce festival des courts-métrages, c'est qu'en fait, ça permet de passer en production des films qui n'auraient jamais trouvé de financement. Parce qu'effectivement, l'idée peut être géniale, mais il y a, étant donné le nombre d'acteurs qu'il faudrait, les décors qu'il faudrait, les lieux de shooting qu'il faudrait, c'est irréalisable. Et avec l'IA, on peut avoir un rendu qui rend honneur à l'idée créatrice de départ et à l'idée du réalisateur.
et qui trouve son public. Le court-métrage qu'il y a l'an dernier, à moindre trouvé, coût, c'est ça que vous me dites. et à un coût qui est 1/1000 du coût initial. J'ai montré à mes enfants le court-métrage de l'an dernier qui avait gagné le prix. Ils ont trouvé ça absolument génial. Donc, Alors, est-ce qu'il faut que ce soit transparent? Est-ce qu'il faut montrer, dire quand on intègre de l'IA, quand on multiplie les personnages de manière artificielle, par exemple? Quelle est votre position là-dessus? Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, vous allez en Chine, sur WeChat, toute vidéo qui est générée avec de l'IA, il y a marqué noir sur blanc que c'est généré par de l'IA. Vous allez sur TikTok, sur YouTube, etc., les images générées, les vidéos générées ne sont pas flaguées en tant que telles. Moi, je pense que ça va dépendre énormément des domaines. Donc, dans certains domaines, ça va être très important qu'on sache à quels endroits l'IA est utilisée. Et surtout, il y a des aspects réglementaires pays par pays, région par région, où on doit parfaitement rentrer dans les règles de ça. Donc, je pense que la réponse va être très différente par sujet, par domaine, par industrie. Ouais. Et comment est-ce que la profession réagit face à cette intelligence artificielle? Parce qu'on a vu des mobilisations quand même importantes, des inquiétudes très, très fortes dans la profession. Vis-à-vis de l'utilisation de l'IA et de la question du remplacement de certaines professions? Alors, ce que l'on entend, et je vais faire le parallèle avec beaucoup d'autres métiers, c'est, pour moi, le juste mot, l'IA, c'est un accompagnateur amical, un compagnon amical dans le travail de création, que ce soit dans l'écriture. Ma femme est écrivain. Elle se sert dans certains éléments de recherche pour créer un imaginaire autour d'un sujet, des outils IA pour de la traduction. Donc, un accompagnement amical. Et ensuite, sur le développement de scénarios, moi, ce que je pense va arriver, c'est qu'il y aura une richesse, une finesse bien plus forte dans ce qui peut être fait. Donc, l'avenir nous le dira. Ce que l'on voit, c'est que, comme d'habitude, comme pour les étudiants, comme dans le monde de la culture, il va y avoir des personnes qui y croient au départ et qui vont embarquer les autres. Oui. Et c'est évident que n'importe quelle technologie, au départ, crée de l'angoisse. C'est absolument certain. Et ça va tellement vite. Et il y aura le sujet que vous connaissez bien de la reconversion, puisque vous avez lancé la School of Data, qui est vraiment ciblée là-dessus, sur comment on reconvertit des profils au métier de la data et de l'IA. C'est compliqué quand même comme chemin, non? C'est compliqué, sauf qu'aujourd'hui, apprendre, c'est 10 fois plus facile. Chez nous, travailler, coder, nos propres équipes, sur nos propres sites web, nos propres outils internes, en fait, on est capable de faire des nouvelles fonctions en quelques heures, alors que ça prenait 4 jours, 5 jours, il y a encore un an. Donc, dans les métiers techniques, l'apprentissage est beaucoup plus facile parce qu'en fait, on peut avoir un coaching individuel. Et c'est ce que l'IA étudiante va faire, c'est qu'on va pouvoir vous parler avec vos mots et votre niveau à vous. Donc, il y a quelque chose où l'apprentissage, je pense, va être facilité dans pas mal de dimensions. Sur le sujet de ce que change l'intelligence artificielle dans le monde de la créativité, c'est un sujet que vous connaissez bien également. Vous avez l'impression que là, on est en train de passer un cap important? Alors, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'opportunités qu'offre l'intelligence artificielle et la créativité quand on sait bien s'en servir à bon escient. Il peut y avoir ce rôle de partenaire créatif que vous décrivez où on peut faire, moi, ce que j'appelle une sorte de ping-pong avec l'intelligence artificielle qui vient nous donner des sources d'inspiration, qui nous aide à trouver aussi les limites dans notre travail. Donc, ça, c'est très important. Après, il reste le sujet de l'adoption, qui est encore pas complètement... c'est encore... Beaucoup de personnes s'intéressent, les personnes qui sont vraiment formées et qui ont un usage, on va dire, en production de l'intelligence artificielle, ça reste encore limité. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu ça demande du temps, il faut trouver les bons outils, la bonne manière de s'en emparer. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts. Exactement. Et je pense qu'il y a un enjeu parce qu'on parle beaucoup d'adoption. On a l'impression que dès lors qu'on maîtrise un ou deux prompts, ça y est, on a adopté l'IA. Alors qu'à mon sens, c'est un peu plus profond. Il faut comprendre, pas forcément être en mesure de développer son propre modèle, mais comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, ses forces, ses faiblesses, pour vraiment s'en servir à bon escient. Alors, Artefact est entré en négociation avec le fonds d'investissement Cinven. On parle d'une valorisation de l'entreprise, du coup, d'1 milliard. Absolument, c'est une très belle nouvelle. Oui, on est Artefact. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? C'est très simple. Artefact a été créé il y a 11 ans. Notre mission, ce que l'on croit, c'est qu'on ne veut pas que la data IA soit uniquement dans des mains d'experts. On veut que la data IA transforme la façon dont les entreprises et les organisations fonctionnent. Et on a un boulevard devant nous. Le niveau de maturité des entreprises comme des organisations publiques sur l'utilisation de l'IA
dans leur processus, dans leur façon de répondre aux clients, dans leur façon de leurs propres opérations internes, est colossal. Donc, le niveau est très bas. Le niveau est très bas. C'est-à-dire, il est colossal. Le niveau est très bas. On est au début. On est au tout début de l'adoption. Une étude du MIT est sortie la semaine dernière. Il y a uniquement 5% des entreprises qui ont mis en place des outils d'IA générative qui ont vu vraiment un impact significatif. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Et c'est là où nous, on intervient. Donc, notre valorisation d'1 milliard, c'est une très bonne nouvelle. C'est une reconnaissance sur le fait qu'on est maintenant 2000 employés dans le monde. On fait un travail qui a beaucoup de valeur, qui fonctionne. Et la demande de tous nos clients sur ces sujets est très importante. Et un point important, c'est on est une des boîtes françaises. Et j'insiste on a créé à Paris il y a 11 ans, mais on est sorti de France. On est présent dans 25 pays. Sur les 2000 salariés, il y en a 2/3 qui sont en dehors de France. On est aux États-Unis, on est en Chine, on est en Afrique, on est au Moyen-Orient, etc. Donc, d'avoir des entreprises françaises qui puissent rayonner et accompagner des groupes internationaux, ça, on est ravis. C'est très important. On est ravis. Mais alors, est-ce que vous n'avez quand même pas peur de la bulle ? Alors, parce que maintenant, on est vite, très bien valorisé quand on parle d'intelligence artificielle. Alors, il y a peut-être une petite angoisse, non ? Il n'y a pas du tout d'angoisse, non. Parce que la valorisation, elle est très raisonnable. C'est simple, Palantir, des boîtes comme ça sont valorisées 200 fois les EBITDA. On est très loin de ces multiples, pour qu'on soit clair. En Inde, il y a un de nos concurrents qui fait une IPO, c'est l'information publique, qui sont à 100 fois les EBITDA. On est encore une fois extrêmement loin de ces multiples. Donc on a une valorisation qui est la preuve de ce qu'on a pu délivrer et qui est en ligne avec le marché qui est devant nous, qui est important. J'avais un peu la même question aussi pour Ask Mona, parce que vous avez traversé déjà plusieurs hypes, on va dire. Exactement. Il y a eu la première hype au début des chatbots, avec, je me souviens, Mark Zuckerberg qui disait que dans Facebook, ça allait être la transformation, puis paf, ça s'est complètement cassé la figure. Et là, hop, ça redémarre, parce qu'on a l'arrivée des IA génératives qui nous permettent de communiquer de manière très spontanée avec ces IA. Et donc, comment on fait pour traverser ces hypes, ces vagues qui vont et qui descendent ? C'est vrai que c'est une technologie qui, depuis ses débuts, est traversée par des hivers. Et nous, à l'échelle d'Ask Mona, donc sur une dizaine d'années, on a vraiment vu ça où, juste avant la vague de l'IA générative, on se disait « Ok, on arrête de dire qu'on fait de l'intelligence artificielle. On parle de notre produit, qui est très bien, qui fonctionne, mais on ne dit pas que c'est de l'IA parce que, en fait, maintenant, c'est un peu rentré dans les usages où c'est plus tellement important. » Et moi, c'est ça que je vois aussi avec ces enjeux de bulles et de vagues. C'est que là, tout le monde, il y a eu on est en haut de la vague où tout le monde est très excité sur l'IA générative. Forcément, ça va redescendre. Oui. Mais qui dit redescendre dit qu'on rentre dans cette phase où on a un usage, une adoption plus globale et avec des usages plus raisonnés de l'IA. Donc, en fait, ça rentre dans les usages, c'est juste qu'on en parle moins. Donc, c'est aussi une phase de maturité, finalement. Oui, exact. Et puis, pour les étudiants, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, en ce moment, c'est la hype, dire qu'on a une étudiante IA et tout ça, c'est très stimulant. Mais en même temps, ça va leur permettre de travailler quand même sur un projet sur le long terme, parce qu'ils passent 5 ans dans absolument. En fait, c'est un objet aussi pédagogique pour eux, parce que ECE, ça veut dire École centrale électronique. En anglais, c'est Electronics and Computer Engineering. On est une des rares écoles à apprendre à nos étudiants à déployer de l'IA, du cloud jusqu'au silicium. Nos racines électroniques, elles sont très fortes. Si vous venez visiter les salles de classe, je vous montrerai tout de suite les salles électroniques. Et donc, on le voit bien. Mais j'ai vu déjà à leur arrivée, les étudiants, ils avaient un petit kit d'électronique. Dès le premier jour. Donc, dès le premier jour, vous sortez du bac, vous faites vos vacances, là, vous arrivez à l'ECE et poum, vous avez un petit Tupperware. Tupperware revient à la mode, paraît-il. Petit Tupperware avec des composants électroniques. Et le lendemain, vous avez un cours d'électronique et vous apprenez à programmer un petit robot. Donc, vous voyez, il y a certaines écoles qui proposent des satellites comme objet, etc. Nous, l'objet, ça va être Milo. On a déjà des projets aussi d'industrialisation, des enjeux de product marketing, des enjeux d'industrialisation. Moi, je suis en train de leur dire... Et des enjeux de développement durable ? Et absolument. Donc, Milo, vont parler des SLM. Le modèle, j'en ai pas parlé, il consomme beaucoup moins. Parce que comme ce sont des petits modèles, ils consomment beaucoup moins d'énergie. Voilà. Milo, elle est fabriquée par impression 3D. Et le plastique, c'est de plastique à base d'amidon. Vous voyez, donc c'est très développement durable. Et nous, c'est ce qu'on appelle le numérique responsable. Maintenant, on appelle ça l'IA responsable. Voilà. Et donc, on est déjà en train de lancer plein de projets pédagogiques pour nos étudiants qui vont s'appuyer sur cette plateforme Milo. Je peux vous dire un des projets, par exemple, c'est on va déployer Milo partout dans les salles de classe. On va pas mettre le Milo que vous avez vu. On va mettre des Milo plus petits parce qu'on n'a pas besoin de mettre cet écran. Milo, pour écouter un cours, il n'a pas besoin d'un écran. Donc, je suis déjà en train de leur dire, faites-moi des petits Milo, mais vous m'en faites pas 2. Vous commencez par m'en faire 10 et vous m'en faites 30, 50. Donc ça, c'est un petit projet d'industrialisation. Un ingénieur, il doit toujours avoir en tête comment
je fais l'ingénierie de production, le product marketing. Moi, je suis en train de leur apprendre là à vendre un produit. Youssef, que vous avez vu il y a 2 jours. Il faut demander à Artefact, c'est Voilà. les bons conseillers, oui, visiblement. Mais Youssef, c'est un étudiant. En plus, il a fait un bachelor chez nous en cyber. Là, il fait un master en cyber. Voilà. Et je l'ai mis devant les caméras comme ça, parce qu'il est venu. Je lui ai dit, allez, Youssef, vous allez être devant les caméras. Lui, il a appris à pitcher on the fly, sur le terrain. Donc, Milo, c'est aussi une formidable plateforme pédagogique. Et juste pour réagir, ce qui est super, c'est Edouard. ces étudiants, ça va devenir ce que nous, on appelle aujourd'hui chez certains de nos clients des IA catalystes. C'est des personnes qui connaissent la tech, qui sont capables de rentrer dans les processus de métier, d'ingénierie, de R&D. On accompagne des fabricants automobiles là-dessus, où en fait, on déploie ces IA catalystes pour changer les façons de travailler. Et plus les étudiants s'emparent de ces technologies jeunes, plus ils vont pouvoir avoir de l'impact pour disrupter. Et pour moi, l'adoption, ça a été une vague. Maintenant, la prochaine vague, c'est la disruption pour réinventer différemment les façons de travailler. Et peut-être je compléterai. Oui. Je disais à des journalistes, ils me disaient, mais combien de temps, quand j'ai dit le projet, on a eu l'idée au mois de mai, et Milo, elle est prête à la rentrée. Mais il y a certains de vos confrères qui ne m'ont pas cru. Mais si, ils l'ont fait en 3 mois. Oui, et puis vous dites on apprend en marchant, donc vous lancez le projet et ok, super, bravo. Je voulais qu'on termine avec Marion pour parler de votre livre qui sort le 10 septembre, donc demain, Le paradoxe du tapis roulant aux éditions Lattès. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter avec ce tapis roulant ? Alors, c'est un livre que j'ai écrit parce qu'à mon sens, on est à la croisée des chemins dans nos usages de l'intelligence artificielle, avec une première voie qui est la voie que j'appelle le tapis roulant, où on se laisse entraîner par la vélocité de l'intelligence artificielle et petit à petit... Ça ne prend plus les escaliers. C'est ça, on s'appuie dessus et à la fin, on arrive tous au même endroit en produisant les mêmes idées, les mêmes discours, les mêmes contenus. Et donc, c'est dommage parce qu'on s'appauvrit. Mais à mon sens, il y a une autre voie qui est possible dans nos usages de l'IA, qui est la voie que j'appelle du tapis de course. On utilise l'intelligence artificielle justement pour nous aider à renforcer notre créativité, à nous muscler en quelque sorte, à penser contre nous-mêmes. Et ça, c'est la voie qui me semble la plus vertueuse. Et donc, l'enjeu de ce livre, c'est de pointer cette tension qui, à mon sens, est très présente aujourd'hui pour nous pousser à choisir les bons usages de l'intelligence artificielle qui renforcent notre autonomie intellectuelle au lieu de l'affaiblir. Ça donne envie de le lire. On est impatients, on attend. Absolument. On attend le 10 septembre. Merci beaucoup, Édouard de Mezrac, d'avoir été avec nous, CEO du groupe Artefact, Marion Carré, présidente et cofondatrice d'Axmona, et François Stéphan, directeur de l'ECE au groupe Omnes Éducation. C'était Smartech. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier grand rendez-vous autour de l'intelligence artificielle ensemble, les interviews de l'IA. Ça revient très vite. Excellente journée à tous.